Professeur Dave, Professeur Dave, Oui, c'est moi. nouvelle mission. Une nouvelle mission? Faites-moi voir ça. Noter les joueurs du FC Barcelone sur cette première moitié de saison. Oui, c'est bien cela. Mais vous savez que ça va me créer plein de problèmes. On va me dire, mais comment tu peux mettre sur 10 à Ferran Torres? En même temps, une nouvelle mission pour Professeur Dave, ça se refuse pas. Mesdames et messieurs, bonjour, comment allez-vous? Période de fête pour certains, période de vacances pour d'autres, période de travail également pour certaines personnes dont je fais partie. On se retrouve dans cette moitié de championnat pour le FC Barcelone, cette période un petit peu creuse. On va faire des bilans collectifs, vous inquiétez pas, ça arrive très bientôt sur la chaîne. Mais là, on va parler des bilans plutôt individuels des joueurs comme d'habitude, le fameux conseil de classe de cette moitié de saison. Comme d'habitude, on utilise bien évidemment le système de notation du journal L'équipe, donc les notes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pas de demi, donc pas de 6,5, de 3,5. Je me mets des barrières à moi-même en faisant ça parce que vous allez le voir, des fois j'aimerais bien mettre des petites virgules là-dedans. Je prends que des joueurs qui ont plus de 300 minutes de jeu du côté du FC Barcelone, donc des Pablo Torre par exemple vont passer à la trappe. Et on n'oublie pas que je prends également le contexte et le statut du joueur. Je ne vais pas noter de la même manière un Casado ou un Frenkie de Jong. Voici à peu près le cadre de cette notation. Maintenant qu'on est prêt, on peut commencer. Alors, mesdames et messieurs, je commence dans la liste par aller Inigo Martinez. 8 sur 10, j'ai mis à Inigo Martinez. Très bonne première moitié de saison de la part du défenseur central du FC Barcelone. Et honnêtement, je me mets dans le lot. Je ne pensais pas qu'il pouvait atteindre ce niveau. C'est-à-dire que l'année dernière, première saison d'Inigo au FC Barcelone, j'avais vu un joueur qui était déjà un petit peu fragile physiquement, qui avait du mal à enchaîner, qui ne faisait pas partie de la défense type. Et je me disais, bon, finalement, est-ce que ça a été un bon choix de le recruter? Même si, bien évidemment, on s'en rappelle, on l'a recruté libre. J'émettais des doutes. Là, titulaire, franchement, je le vois difficilement sortir justement de cette défense titulaire, alors qu'au départ on s'était dit dès que Araujo va être fit, il va remplacer Inigo Martinez. Bah non, là pour l'instant Araujo va falloir qu'il travaille très fort justement pour retrouver sa place. On est sur un défenseur déjà qui est solide, alors qu'on aurait pu penser justement que en termes de vitesse il allait avoir du retard à certains moments, surtout par rapport à cette ligne du hors-jeu. Finalement, comme il a une intelligence de positionnement et une maturité sur le terrain, il arrive à combler ce petit déficit de vitesse par un très bon positionnement. Et puis en plus de ça, c'est un super bon joueur ballon entre les pieds. Des fois, bien évidemment, il dégage un petit peu souvent dans la verticalité, dans la facilité. C'est ce qui m'embête un petit peu, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il n'a pas 9 sur 10. Mais c'est un joueur qui casse énormément de lignes et qui a toujours cette volonté de jouer vers l'avant et souvent quand même de jouer court entre les lignes. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, surtout avec ce jeu vertical de flic. Donc 8 sur 10 pour Inigo Martinez. Ensuite, deuxième personne dont je vais parler, le petit Eric Garcia. Tiens, Eric Garcia, je lui ai mis la note de 6 sur 10, ce qui est satisfaisant. Et oui, parce que quand on voit Eric Garcia, je suis désolé, je trouve ça satisfaisant. C'est exactement le mot pour ce joueur-ci qui a fait une très bonne saison l'année dernière, qui méritait sa chance au FC Barcelone cette année. Alors je ne lui mets pas la note de 7 qui est bon parce que c'est pas un joueur qu'on a vu énormément. En plus, on est sur un joueur qui s'est un petit peu blessé quand même cette année. Donc on a peu de fiabilité finalement sur le cas Eric Garcia. Mais franchement, il s'est mis à un nouveau poste qui est ce poste de numéro 6. Et à chaque fois que je l'ai vu jouer, j'étais pas scandalisé. Il n'a pas fait de grosses bourdes. Il a montré des fois même de bonnes choses. Bien évidemment, son carton rouge face à Monaco nous coûte cher, c'est aussi pour ça que je ne mets pas forcément une très très bonne note, mais en tant que tel, franchement, Eric Garcia, moi je me serais attendu vraiment à pire, et là j'ai un joueur pour moi qui fait ses minutes et qui est vraiment satisfaisant. Troisième joueur, pour changer, j'ai choisi un attaquant, ce sera Ferran Torres, à qui j'attribue la note de 5 sur 10, ce qui est moyen. J'ai du mal à lui donner plus quand même, parce qu'on arriverait sur satisfaisant, et je trouve quand même que dans l'ensemble, justement, c'est pas encore assez satisfaisant de la part de Ferran Torres. Bien évidemment, il a été important dans des rencontres contre Bilbao, il fait une bonne partie, des rencontres également contre Dortmund où il rentre en jeu, littéralement c'est lui qui nous offre ce match-ci, cette victoire, il faut le souligner. Par-ci par-là, toujours un joueur qui, dans son apport, dans sa verticalité, dans son envie, dans son intensité, peut être intéressant pour le FC Barcelone. Maintenant, on sait que c'est un joueur qui est limité techniquement, il a du mal, des fois des contrôles, t'arrives pas trop à comprendre, des frappes non plus, t'as du mal à comprendre comment ça peut partir aussi loin, aussi haut, même au niveau des passes, des dribbles. Voilà, c'est un joueur qui est brouillon, Ferran Torres, mais ça reste un joueur sur lequel on va devoir compter. Donc bien évidemment, on ne peut pas lui attribuer une note qui est super, on ne peut pas non plus rentrer sur du bashing sur Ferran Torres parce que c'est un joueur dont on va avoir besoin cette saison, parce qu'il peut interpréter ce que tactiquement on lui demande. Ça, c'est quelque chose de très bien chez Ferran Torres. Si on lui demande de coller la ligne, il va le faire. Si on lui demande de rester intérieur, il va le faire. Quatrième joueur, on en vient au gardien, on commence par Ter Stegen. Ter Stegen, même note que Ferran Torres, 5 sur 10, moyen, parce que c'est Ter Stegen, parce que c'est le capitaine du FC Barcelone. Donc là, typiquement, on rentre dans les statuts des joueurs. C'est un joueur qui devrait montrer plus, c'est un joueur qui a été en difficulté aussi l'année dernière, il aurait dû normalement se relever.
Et sur ses débuts de saison, sur les minutes qu'il a joué, malheureusement il n'en a pas joué énormément à cause de sa blessure, j'ai trouvé un Ter Stegen qui n'était pas vraiment rassurant. Voilà, donc que ce soit même des fois sur les dégagements, alors que c'était plutôt un point fort chez lui, dans les sorties aériennes, très souvent en difficulté, et un gardien qui ne fait pas la différence. Alors avec Iñaki Peña, je ne suis pas aussi difficile parce que c'est pas le même rôle d'être gardien numéro 2, mais Ter Stegen, gardien titulaire du FC Barcelone, tu te dois des fois de faire des différences et de sauver des matchs, ce que ne fait plus Ter Stegen depuis un bon bout de temps. On arrive ensuite à un défenseur central, l'autre défenseur de cette charnière, mesdames et messieurs, monsieur Cubarsí. Cubarsí, je lui ai mis la note de 9. C'est excellent, selon moi. C'est pas parfait, bien évidemment, c'est rare de trouver des joueurs pour lesquels c'est parfait. Mais voilà, je lui mets un point de plus qu'Inigo Martinez, parce que pour moi, dans les prestations, c'est pas en dessous d'Inigo Martinez. Mais en plus de ça, Cubarsí, il a 17 ans. Il a 17 ans, Cubarsí. Je n'arrête pas de le répéter. Quand tu as 17 ans, que tu es un joueur offensif, tu peux te permettre de faire des erreurs, ça peut passer. Là, s'il fait une erreur à son poste, c'est tout de suite occasion de but net pour l'adversaire, c'est tout de suite limite but pour l'adversaire. Le poids, la pression quand tu es défenseur central, c'est pas du tout la même que quand tu es un joueur offensif. Faire ça à son âge, c'est super fort. En plus d'être un joueur qui a une énorme qualité balle au pied, vous le savez très bien, on l'a déjà vu sous Xavi, un joueur qui ose constamment casser les lignes à travers la passe, toujours aller vers l'avant, quelque chose que j'adore. C'est aussi un joueur qui, dans le duel, est très bon. Faut pas non plus simplifier tout le temps Cubarsí et avoir le cliché de se dire c'est qu'un relanceur. Non, dans les 1 contre 1, c'est également un excellent défenseur. Et cette année, sa constance au haut niveau, sa capacité à tout le temps être bon, c'est quelque chose qu'il faut souligner et mettre en avant, et on le met pas assez en avant, et je m'inclus dedans, mais ce gamin a 17 ans, je suis obligé de lui mettre 9. On arrive sur un autre joueur maintenant de cette équipe type, mais là on change totalement d'endroit sur le terrain. On arrive sur le numéro 9, monsieur Lewandowski, autour duquel quand même il y a pas mal de débats en ce moment, et moi je vais lui mettre la note de 6 sur 10. 6 sur 10, c'est satisfaisant. Il y a des gens qui me diront c'est pas assez, il mérite encore moins, moyen, voire mauvais. Et ceux-là, ils vont être à l'inverse contredits par des gens qui vont dire oui, mais c'est quand même le meilleur buteur de la Liga, un des meilleurs buteurs d'Europe, sur toute l'année, je crois, 2024 d'ailleurs, c'est le meilleur buteur d'Europe. Donc, comment on peut mettre 6 à un joueur comme ça? J'ai envie de vous dire, en fait, ce qu'il faut regarder aussi avec Lewandowski, c'est le nombre de grosses occasions qu'il va rater, le nombre d'occasions qu'il va avoir, le nombre de fois où il va être très bien servi par ses coéquipiers. Et à ce niveau-là, on a un Lewandowski qui a raté cette saison de Liga 14 grosses occasions. Vous vous rendez compte? 14 grosses occasions ratées par Lewandowski. En XG, il est à 17,48, il a mis 16 buts. C'est-à-dire qu'il n'est pas très loin, ok, mais il est en sous-performance par rapport au XG qu'il a. Il est extrêmement bien servi pour un attaquant, et malheureusement, dans ces derniers matchs, il nous a coûté certaines choses. Je ne peux pas lui mettre moins de 6. Je serai contre les gens qui me mettront 5-4 parce que ça reste le meilleur buteur de ce club-ci, et dans des matchs, il a été bon, il a été très important, surtout au début de la saison. Mais là, sur ces dernières semaines, on est sur un joueur qui devant les cages rate beaucoup de choses, et en plus de rater beaucoup de choses dans les cages, dans le jeu, c'est un joueur que tu trouves de moins en moins, et quand tu le trouves techniquement, qui perd beaucoup de ballons. Donc en plus de ne plus être efficace, tu as un joueur qui te coûte cher dans le jeu. Et pour ces raisons-ci, je ne peux pas mettre plus de 6 pour Lewandowski. Un joueur du milieu de terrain qu'on n'a pas trop vu mais qui reste important pour la suite et pour le futur du FC Barcelone, mesdames et messieurs, Gavi, notre cher Gavi, à qui je mets également la note de 6 sur 10, satisfaisant, pareil que Lewandowski. Vous allez me dire, mais c'est pas possible, t'as un titulaire en puissance et un remplaçant, etc. Sauf qu'encore une fois, les statuts actuels, le contexte qu'on prend en compte pour ce système de notation, c'est pas le même entre Lewandowski et Gavi. Gavi, il vient d'une blessure où il a été blessé pendant 1 an. Encore une fois, je me répète, je vais lui laisser presque toute l'année pour s'en remettre. Et ce que je vois, c'est un Gavi qui, au fur et à mesure, progresse, a de plus en plus de minutes, et sur le terrain, qui est de plus en plus présent, qui met de plus en plus de volume. C'est un joueur qui rechigne jamais, encore une fois, aux efforts, qui est présent au contre-pressing, etc. Bien évidemment, dans ses courses, on sent des fois un joueur qui est un petit peu frileux, qui ne les fait pas tout le temps à 150%, mais ça vient forcément d'un petit blocage dans la tête, c'est normal après une telle blessure. Ce qu'il faut vraiment remarquer, c'est bien évidemment l'utilisation qu'a Flick de Gavi, quand on parle de Gavi, qui est excellente pour le moment. On ne donne pas trop de matchs à Gavi, on ne le fait pas sur-enchaîner, donc ça c'est très très bien. Un joueur qui a fait une bonne rencontre contre l'Atlético Madrid, peut-être sa meilleure rencontre de cette saison, donc une montée en puissance. Pour moi, c'est satisfaisant de la part de Gavi. On arrive ensuite sur un autre milieu de terrain, tiens, qui est nouveau dans cette équipe à cette année, monsieur Marc Casado. Casado à qui je donne la note de 8 sur 10. C'est très bon. Une très bonne saison pour Marc Casado. Encore une fois, on prend le contexte, on prend le statut. C'est un tout nouveau joueur dans cet effectif A, même si c'est un enfant de la Masia. Quand même, c'est très fort ce qu'il fait. Alors, je ne le mets pas 9 comme un Cubarsí, par exemple, parce que pour moi, il y a quand même des grosses erreurs qui ont été faites durant cette saison, notamment un carton rouge par-ci, des fois quelques errances, quelques erreurs de relance par-ci, par-là. Je lui en veux pas du tout. La preuve, je lui mets 8 sur 10. C'est quand même très bon ce qu'il arrive à faire.
Voilà, on est sur un gamin, je le répète, c'est sa première année en équipe A. Le mec, il s'installe, t'as l'impression qu'il est dans cette équipe depuis 15 ans, quoi. Et ça, c'est totalement fou. À la récupération, il a un abattage phénoménal. Et en plus d'avoir un abattage phénoménal, sa qualité de passe est non négligeable. Le nombre de passes décisives qu'il a faites cette saison, et c'est pas n'importe quelle passe décisive, c'est du très haut niveau. C'est un joueur qui s'incorpore parfaitement dans cette idéologie du FC Barcelone, mais qui peut répondre aussi à un peu cette mentalité de flic. Donc pour moi, c'est le futur du FC Barcelone. C'est très bon, Casado. Énorme bravo. Nouvelle note, mesdames et messieurs, autour d'un joueur qui a créé pas mal de débats en ce début de saison, défenseur gauche, qui est Gérard Martin. Gérard Martin, je lui attribue la note de 4 sur 10, c'est en dessous de moyen. Je ne peux pas lui mettre moyen, mais je ne vais pas non plus lui mettre en dessous de 4 sur 10, parce que sur ses dernières apparitions, il a montré des choses qui pouvaient être intéressantes. Ça reste Gérard Martin, hein, bien évidemment, ça reste Gérard Martin, mais c'était pas non plus catastrophique. Je crois même qu'il a eu une passe décisive sur son dernier match, donc c'est pas mal. Et en plus de ça, je lui mets une note de 4, parce que finalement, Gérard Martin, en début de saison, j'en attends rien. Voilà, par rapport à son statut, par rapport au contexte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est un joueur lambda, neutre, je ne vais pas lui mettre non plus satisfaisant par rapport à sa 6, je ne vais pas lui mettre moyen 5, je le mets encore en dessous, je lui mets 4, parce qu'il a eu des matchs quand même où il était vraiment pas bon, c'était quand même assez chaud sur plein d'aspects, mais en dessous de 4, je trouverais ça dur par rapport à ce qu'on en attend de base. On arrive ensuite, mesdames et messieurs, sur une autre très bonne note que j'attribue, un autre 9 après Koubarsi, ça va être Pedri qui va le recevoir. Voilà, 9 sur 10 pour notre petit milieu de terrain, quel joueur magnifique. Beaucoup de fois homme du match dans les rencontres du FC Barcelone. Un joueur qui est le métronome, tout simplement, de ce FC Barcelone, qui dicte le tempo au milieu de terrain. On décide de temporiser, on décide de jouer dans la verticalité, on va vite, on doit gérer le score, etc. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide de tout, c'est lui qui arrive à se sortir de situations où il y a 3 milieux de terrain en face de lui, c'est lui qui va créer le décalage, c'est lui des fois qui peut se projeter dans le demi-espace, qui envoie des magnifiques ballons à ses partenaires qui, en plus de ça, comme il est à 100% physiquement maintenant, il fait les efforts défensifs, je sais pas si vous le voyez, mais c'est monstrueux. On peut ajouter à ça, en plus, selon moi, mais ça ne tient qu'à moi, une esthétique balle au pied que je trouve magnifique, un jeu léché, une touche de balle, mais c'est grandiose, c'est maestro, c'est Don Pedri, c'est 9 sur 10 selon moi. On arrive ensuite sur un autre milieu de terrain, cette fois-ci qui n'arrive pas réellement à répondre aux attentes, c'est notre cher Frenkie de Jong. Je lui attribue la note de 4 sur 10, en dessous de moyen, parce que c'est en dessous moyen de la part de Frenkie de Jong. Et lui, on est obligé de prendre en compte son statut. Je ne vais pas forcément vous parler de son salaire, etc. Je vous parle réellement du statut d'un joueur. Ça fait plusieurs années qu'il est au FC Barcelone. C'est un joueur qui a vu plusieurs coachs passer. Il a été utilisé dans plusieurs positionnements au FC Barcelone. Bien évidemment, il ne faut pas rentrer non plus dans l'entêtement que je vois ces derniers temps, qui est de dire Frenkie de Jong, finalement, au Barça, il n'a rien fait. Frenkie de Jong, à ses débuts, quand même, c'était un joueur qui était important. C'est surtout à partir de l'année dernière où c'est devenu vraiment compliqué avec ce poste de numéro 6. Malheureusement, il y a eu cette blessure. Je connais toujours pas le pourquoi du comment il n'arrive pas à revenir à certains niveaux. Est-ce que c'est une flemme personnelle? Est-ce que c'est un problème de niveau? Est-ce que c'est un blocage physique? Je n'ai pas la réponse. Je ne peux pas vous dire ce qui se passe. Mais force est de constater que c'est compliqué pour Frenkie de Jong d'avoir de la continuité. C'est un joueur, en revanche, par contre, contre le Real Madrid, quand il va rentrer en jeu, c'est lui qui te débloque un peu le match pour le FC Barcelone par rapport à son profil. Contre Mallorca, il fait une bonne rentrée quand il est amené un petit peu plus haut sur le terrain. Mais après, tu te demandes pourquoi il n'y a pas de continuité. Pourquoi contre les Leganés, tu ne songes pas à le mettre? Pourquoi est-ce que contre l'Atlético Madrid, alors que tu mets un Gavi qui revient d'un an de blessure, tu ne poses pas la question de te dire je vais mettre Frenkie de Jong à sa place? Pourquoi toutes ces questions? Je pense qu'il y a encore une problématique autour de ce joueur-ci que je ne connais pas, mais par rapport à son statut, je ne peux pas mettre au-dessus de 4 par rapport à ce qu'il a proposé sur les minutes qu'il a jouées cette saison. On arrive ensuite, mesdames et messieurs, sur un défenseur. Le défenseur, le joueur même, qui a joué le plus grand nombre de minutes sur cette année 2024, monsieur Jules Koundé, mesdames et messieurs, arrière droit du Barça, des fois défenseur central, à qui je donne la note de 8 sur 10. C'est une très bonne moitié de saison de la part de Jules Koundé, qui, oui, à certains moments, a montré un petit peu de fatigue, ça a duré 2-3 semaines, mais dans l'absolu, super bon défenseur. En 1 contre 1, très peu de grands attaquants, de très bons ailiers gauche sont en capacité de le mettre en difficulté. Que ce soit n'importe qui, c'est dur de l'avoir. À part peut-être un moment l'attaquant d'Osasuna, je me rappelle plus très bien de son nom, qui lui avait fait un petit peu une petite salsa. Mais sinon, dans le reste du temps, on a un Koundé qui est solide défensivement et on le rappelle, c'est son premier rôle d'être bon défensivement. Mais qui en plus de ça, s'est amélioré offensivement. Bien évidemment, quand Lamine Yamal est là ou pas là, on voit la différence. Mais quand Lamine Yamal est présent, on voit un Koundé qui dans ses propositions, dans ses appels, s'est nettement amélioré et qui en plus dans sa qualité de centre, c'est également amélioré. Donc par rapport à ça, je suis obligé de dire bravo Koundé pour cette amélioration, toujours aussi bon et un socle, un rock, une base pour le Barça en défense. Je lui mets la note de 8 sur 10.
Prochain joueur, mesdames et messieurs, on a parlé de Ter Stegen, le gardien numéro 1 de base qui s'est blessé. On va parler de son remplaçant Iñaki Peña à qui j'attribue la note de 6 sur 10. C'est satisfaisant pour moi. Alors je suis obligé de vous dire satisfaisant, vous allez me dire non mais c'est pas possible, il se prend quand même pas mal de buts. Oui, mais c'est Iñaki Peña, de base, son statut c'est quoi? C'est gardien numéro 2, donc Iñaki Peña, j'attends pas la même chose que Ter Stegen. Pour moi, c'est normal de ne pas attendre exactement la même chose d'un gardien qui forcément foncièrement a moins de niveau, mais qui a proposé quand même de bonnes choses. On voit quand même pas mal de 1 contre 1 qu'il arrive à stopper. La majeure partie de ses buts d'ailleurs, c'est des 1 contre 1, donc c'est pas du tout la même chose qu'un joueur qui va frapper de loin. C'est aussi un joueur qui va être important dans ta défense parce que ta ligne haute, elle laisse beaucoup d'espace derrière et lui, c'est un gardien qui va pouvoir sortir de sa surface de réparation. Et là-dessus, c'est un joueur qui anticipe plutôt bien les longs ballons. Donc là-dessus, c'est correct. Donc pour moi, Peña, j'en attendais pas plus que ça. Limite, j'en attendais pire par rapport à ce que j'ai vu l'année dernière où là, c'était vraiment catastrophique. Donc pour moi, ce que je vois, c'est satisfaisant pour Peña. On arrive, mesdames et messieurs, bientôt sur la fin de cette liste et je vais parler de Fermín López à qui j'attribue également la note de 6 sur 10, c'est satisfaisant selon moi. On est sur un Fermín López qui a beaucoup plus de mal que l'année dernière à marquer, mais on l'a dit l'année dernière, Fermín López, on regarde ses stats, il est en surperformance, le mec était en sur-régime. Dès qu'il rentrait en jeu, dès qu'il était titulaire, le mec, limite, il faisait trembler les filets tout le temps, dès qu'il frappait c'était dangereux, dès qu'il rentrait, tu voyais un joueur vif, incisif tout de suite qui changeait quelque chose pour le Barça. Forcément, c'est normal que ça retombe un tout petit peu parce que tu peux pas avoir ce niveau de surperformance tout le temps dans ta carrière. Donc là, ça retombe un peu. Mais après, il faut aussi prendre en compte le fait que Fermín López, donc on revient au contexte, c'est un joueur qui a joué beaucoup de matchs cette saison dans des postes qui ne sont pas les siens. On l'a vu des fois placé à droite, là sur le dernier match contre l'Atlético Madrid, ailier gauche. Forcément, pour moi, c'est dur de noter mal un joueur qui est amené à très souvent ne pas jouer à son poste. Je ne peux pas vous noter ça de la même manière qu'un joueur qui est titulaire tout le temps au même poste, au poste de prédilection. C'est pas pareil. Mais dès que Fermín López, il est un petit peu revenu à son poste, un petit peu, pas forcément numéro 10, parce que je trouve que c'est pas vraiment un meneur de jeu, mais plus en mode Rafinha, joueur de rupture, milieu de terrain, axial, à l'intérieur, qui peut dédoubler avec l'attaquant. On a vu un Fermín López qui a été dangereux, qui a même marqué un but, je ne sais plus contre quelle équipe, quand il est rentré à ce positionnement-ci. Donc pour moi, c'est satisfaisant. Je ne vais pas lui mettre au-dessus non plus, pour les raisons que je vous ai évoquées, parce qu'on voit un Fermín López des fois en plus devant les cages qui est plus en difficulté, un peu plus brouillon, donc qui a du mal, mais lui mettre moins de 6, je trouve ça dur quand même. On arrive sur un autre joueur qui va avoir la note de 9, mesdames et messieurs, Rafinha. Voilà, comment passer à côté de Rafinha du côté du FC Barcelone. C'est l'un des joueurs dans les statistiques les plus importants, que ce soit dans les buts. Déjà, c'est phénoménal, le nombre de buts qu'il met quand on se rappelle comment il était en difficulté justement à scorer précédemment. Mais en plus, dans les passes décisives, c'est un joueur qui stat très bien du côté du Barça. C'est un mec qui marche sur l'eau. Voilà, littéralement. On vient de parler justement de Fermín López qui était en surperformance l'année dernière. Là, tu vois un Rafinha, c'est quasiment pareil. Tu avais l'impression, Rafinha, à un moment de la saison, dès qu'il allait toucher un ballon aux phases offensives, c'était but, il tergiversait pas, c'était no stress, tranquille. Alors que Rafinha, justement, on était habitué avant à ce qu'il bégaye un petit peu dans les situations où il devait marquer, etc. Contrôle du ballon, c'était compliqué. Là, un joueur sûr de lui, sûr de ses forces, que ce soit dans les frappes de loin, surtout dans les appels, une capacité à se projeter dans les bons endroits du terrain. Et c'est pas rien, c'est une vraie qualité qu'il faut avoir. Lui, là, tu rajoutes à ça une intensité constante dans un match pendant les 90 minutes. C'est un des joueurs qui a joué le plus de minutes et qui met tout le temps de l'effort, de l'impact dans ses courses. Et en plus de ça, on peut rajouter un capitana qui lui va parfaitement. Voilà, c'est un joueur qui parle, qui avec son body language emmène ses coéquipiers, qui incarne parfaitement ce rôle-ci. Et pour toutes ces raisons, je suis obligé de mettre la note de 9 pour Rafinha, qui fait selon moi partie des tout meilleurs joueurs du Barça sur cette première moitié de saison. On arrive ensuite, mesdames et messieurs, sur un milieu de terrain qui était un peu le phare de notre mercato, qui est Dani Olmo. Dani Olmo à qui il attribue la note de 7 sur 10. Pourquoi pas plus de 7 sur 10? Alors qu'on pourrait se dire quand même c'est très très bien ce qu'il a fait. En plus il revient au Barça, nouveau club entre guillemets. Bon, pas vraiment nouveau club quand même parce qu'il est formé au FC Barcelone. Parce que je trouve que c'est un joueur qui pourrait s'incorporer plus au milieu de terrain, plus participer à ces phases de possession, à jouer dans les circuits de passe avec des Pedri, avec des Casado, et des fois il se limite un petit peu trop à être le dernier maillon de la chaîne, et être ce joueur qui va faire la dernière passe ou la dernière frappe. Et je pense qu'il pourrait être plus présent là-dedans, en tout cas il en a la qualité, et ça me frustre un peu. Donc je ne mets pas au-dessus de 7, et également parce que c'est un joueur qui se blesse beaucoup. Alors c'est pas de sa faute si on l'a recruté 60 millions, lui il y est pour rien, mais malheureusement, t'attends d'un joueur qui t'a coûté ce prix-là, d'être quand même plus souvent
présent, ou en tout cas qui soit une valeur sûre de ton effectif et que tu vas mettre dans ton 11 sans te poser de questions. Et Dani Olmo, ça fluctue un petit peu trop. Maintenant, je ne peux pas lui mettre moins de 7 parce que ça reste un joueur qui a été décisif pour le Barça, qui a été important dans le jeu, qui nous a en plus apporté d'autres choses, pas que des statistiques, et qui même en termes d'esthétique est un joueur qui me parle. C'est-à-dire que Dani Olmo, selon moi, hein, c'est un des tout meilleurs joueurs au monde dans la surface de réparation. C'est magnifique ce qu'il arrive à faire. Il arrive à suspendre le temps dans la surface de réparation. Il l'a refait contre l'Atlético Madrid. Cette capacité qu'il a à toujours dribbler dans des petits espaces, c'est phénoménal. Sa première touche de balle, je pense que là on est dans les top 3 meilleurs joueurs du monde. La première touche de balle, hein, le contrôle orienté de Dani Olmo, c'est quelque chose à montrer dans toutes les écoles. C'est fabuleux. Il arrive constamment à dribbler son adversaire et de très très bonne manière, à trouver des magnifiques espaces. C'est tout de suite léché, c'est bien fait, c'est beau à voir. Donc pour ces raisons-ci, c'est 7 sur 10. On passe à l'avant-dernier joueur, mesdames et messieurs. On a parlé de Gérard Martin, arrière gauche. On va parler de celui qui lui passe devant, le titulaire à ce poste, Monsieur Baldé, mesdames et messieurs, à qui je mets la note de 5 sur 10. Certains vont me trouver dur, d'autres peut-être pas assez. Je décide quand même que c'est une première partie de saison qui est moyenne pour Baldé. Je peux pas lui mettre plus de ça parce que c'est vrai qu'on est sur un Baldé malheureusement qui a toujours les mêmes lacunes depuis maintenant 2 ans. C'est-à-dire un joueur qui a du mal à se projeter, en tout cas faire les bons appels de balle, je parle sans le ballon entre les pieds, et en plus de ça, un joueur qui a du mal à gérer la patience avec le ballon. Voilà, c'est un joueur constamment qui va prendre le ballon et aller tout droit. Et malheureusement, quand tu avais un Alba qui était présent avant et qui était un joueur qui justement arrivait à temporiser et bien jouer aussi dans les petits espaces, quand tu as Baldé après, des fois tu serres un petit peu les dents. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est compliqué de lui mettre un petit peu au-dessus de ça parce qu'il nous coûte pas mal de choses et malheureusement ce côté gauche, il est moins dangereux du côté du Barça, nos adversaires s'y habituent parce que Baldé n'est pas en capacité un petit peu de s'améliorer là-dessus. En revanche, je ne peux pas lui mettre moins de 5. Pourquoi ? Parce que Baldé déjà est très jeune, il ne faut pas l'oublier. C'est un joueur à qui il faut laisser le temps de s'améliorer. Et c'est normal qu'il ait encore des défauts. En plus de ça, c'est un joueur qui est esselé sur son côté gauche. Depuis le début de la saison, on joue avec un ailier gauche, entre guillemets, entre gros guillemets, qui est Rafinha, qui n'est pas ailier, qui est un joueur ultra intérieur. Et donc tout le couloir gauche est à Baldé de le faire. Et donc que ce soit offensivement et défensivement, il faut qu'il soit présent. Les efforts, ils sont considérables. Pour un joueur qui a une grosse blessure l'année dernière, et au tout départ de la saison, Flick il disait qu'il n'arrivait pas à enchaîner 3-4 matchs de suite. Donc vous imaginez pas les efforts qu'il doit faire. Et il est solo. Et déjà défensivement, c'est pas tout le temps facile, mais il arrive réellement bien à répondre parce que quand on regarde les joueurs qui justement stoppent le plus de dribbleurs dans l'année, Baldé figure parmi les meilleurs défenseurs à ce niveau-là. Mais après, si en plus offensivement, il faut être présent, il faut avoir la lucidité de faire un bon centre, de faire le bon appel, c'est pas facile. Donc pour toutes ces raisons-ci, j'ai quand même beaucoup de mal à mettre moins de 5 à Baldé. Mais en revanche, j'ai du mal aussi à lui mettre plus de 5. Et on arrive, mesdames et messieurs, sur le dernier joueur, sur celui que vous attendez toutes et tous, Monsieur Lamine Yamal, à qui je donne la note de 9 sur 10. Ah, vous attendiez peut-être le 10 sur 10, mais c'est vrai que la perfection n'existe pas encore. Et j'ai pas envie de donner 10 sur 10 encore à Lamine Yamal. Pourquoi ? Parce que je sais que si tout se passe bien et que physiquement ça se passe bien, il va encore gravir des échelons au-dessus. Et quelle note je lui donnerai à ce moment-là ? 11 sur 10 ? C'est pas possible. Donc je lui mets cette note de 9 sur 10, donc ce qui est excellent de la part de Lamine Yamal, parce que encore une fois, comme pour Koubarsi, on est face à un joueur qui a 17 ans, c'est pas normal ce qu'on voit. Ce n'est pas normal ce qu'on voit sous nos yeux quasiment tous les week-ends. Et c'est ça qui est fou avec Lamine Yamal, c'est que c'est pas un week-end sur 3, il va te faire un match dans lequel il va faire 25 bonnes minutes. Non, c'est tous les matchs, il a un niveau qui est constant dans une saison qui est une saison un petit peu de confirmation pour lui, hein. Faut pas l'oublier. C'est-à-dire que l'année dernière, c'est sa première vraie saison. Cette année, on l'attend beaucoup plus, champion d'Europe. Il a montré aux yeux du monde entier que c'était un crack. Il y a des plans maintenant anti-Lamine Yamal. Et le mec, malgré ces plans-là, il arrive toujours à être présent. On arrive toujours autant à le voir. En plus de ça, tu rajoutes que ce joueur-ci, quand il ne joue pas au FC Barcelone et qu'il n'est pas titulaire, tout de suite, le Barça fait match nul ou perd. Donc forcément, tu vois aussi que l'équipe est dépendante d'un gamin de 17 ans. Et donc pour toutes ces raisons-là, et en plus de ça, c'est un joueur fabuleux à voir jouer, intérieur du pied, extérieur du pied, passe, frappe, très bon. Pour toutes ces raisons-ci, je lui mets la note de 9 sur 10. Je lui mets pas la note de 10 sur 10 parce qu'il pourrait marquer peut-être encore plus, mais là, je suis encore très dur avec lui, parce que c'est normal à son âge de pas forcément le faire, et encore heureux qu'il n'ait pas le niveau pour marquer toutes les occasions qu'il a, mais c'est clairement 9 sur 10, et ça peut pas être en dessous selon moi.
Donc voici mes notes pour les joueurs du FC Barcelone. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, j'adore répondre aux commentaires. Le but de ce genre de vidéo, c'est aussi de s'amuser, de mettre des notes, de débattre par rapport à tel ou tel cas. J'ai essayé de ne pas être trop dans les extrêmes, ni trop haut, ni trop bas, même si j'ai mis pas mal de 9 sur 10. Mais vous, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai trop hâte de vous répondre en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.